On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle exposition au musée du Haut-Richelieu. On vous parle ici d'immigration aux racines du Haut-Richelieu, 3 siècles d'immigration. Mais d'abord, parlons du projet Dégraffe 10e anniversaire pour enlever les graffitis. On doit les signaler et ce sont principalement de jeunes contrevenants qui doivent y aller de travaux communautaires ou compensatoires qui les enlèvent. Parlons de graffiti. Et oui, il y en a à Saint-Jean-sur-Richelieu et on tente depuis plusieurs années, à l'occasion de ce projet Dégraffe, de les enlever. Dégraffe qui signifie, dans le fond, un peu aussi son 10e anniversaire de création. Mais là, c'est quand même une longue période cette année. Donc, du 1er mai au 15 octobre, on va mettre en application ce projet Dégraffe. 2 invités pour en parler. D'abord, Sonia Desmarais, qui est la directrice de Justice alternative du Haut-Richelieu. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de Jérémy Levac, qui est sergent communication relations communautaires à la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Dégraffe, donc déjà 10 ans. 10 ans où, évidemment, à la fois, il y a un partenariat avec la Ville, la police et Justice alternative. Peut-être pour la compréhension du public, d'abord, question toute simple, qu'est-ce que c'est que Justice alternative du Haut-Richelieu? Dans le fond, Justice alternative, on est un organisme à but non lucratif, donc organisme communautaire. On va fêter nos 40 ans en 2023 déjà. Dans le fond, nous, on a une mission qui est de mettre en place des mécanismes au niveau de la résolution de conflits. Donc, on va travailler beaucoup au niveau de la médiation citoyenne, instaurer des activités de prévention à la criminalité. On va accompagner les adolescents aussi qui sont pris avec des problèmes avec la justice dans leurs mesures de réparation. Donc, autant la mesure de réparation envers les victimes qu'envers la communauté, dont souvent les gens connaissent le plus les fameux travaux communautaires. Ça, c'est le terme qui est très connu. Donc, quand on parle de mesures réparatrices, il y a là-dedans, parfois dans certains jugements, des heures de travaux communautaires. Exactement. Et vous, dans le fond, votre rôle est de s'assurer que les jugements sont exécutés et que les jeunes font les heures qu'on leur a demandées? Exactement. Donc, dans les mesures de réparation, dans le fond, nous, on a une entente de collaboration avec les centres jeunesse qui fait en sorte qu'on est mandaté pour appliquer les mesures. Donc, lorsque le centre jeunesse ou le tribunal ou les policiers donnent des mesures ou des sanctions extrajudiciaires ou des peines, dans le fond, nous, on reçoit les dossiers puis on s'assure que les jeunes fassent ce qui est demandé. Et où s'inscrit dans tout ça le retour du projet Dégraffe? Bien, dans le fond, Dégraffe au reculé en 2005, c'est vraiment un projet qui a été initié dans le centre-ville parce qu'il y avait une problématique au niveau des graffitis. Puis à l'époque, dans le fond, le directeur ainsi que rue principale, Maison des jeunes, le Dôme, ont eu l'idée de peut-être mettre en action les adolescents à faire quelque chose de positif puis d'essayer d'embellir notre centre-ville. Donc, est venue l'idée du projet de Dégraffe, donc d'enlèvement de graffitis. Fait que ça a commencé tout petit, avec presque pas de fonds. Les intervenants à l'époque utilisaient leur propre voiture, puis on ciblait, dans le fond, le centre-ville. Mais on parle de peut-être une dizaine, vingtaine de graffitis qui étaient retirés là, pendant la période estivale. Bon, et ça, bien, c'est comme la mauvaise herbe, on arrache, mais ça repousse. Oui, effectivement. Jérémy Levac, ça ressemble à quoi la problématique des graffitis à Saint-Jean en ce moment? La problématique des graffitis est quand même, depuis quelque temps, un petit peu grandissante. On a eu un ou deux ou des individus. Vous avez peut-être vu passer certains tags là, dans la ville récemment. Là. On ne veut pas populariser ce tag-là, mais il y en a qui ont apparu là, dans les 2 dernières années. Je vous dirais là, une bonne augmentation quasiment de 50 là, des graffitis là, dans les dernières années, oui. Est-ce qu'on réussit à les attraper ou pas vraiment? Ou il y a beaucoup de caméras aujourd'hui de surveillance, mais encore là, pas toujours évident d'identifier les gens, même à distance. Là. On a des enquêtes qui sont en cours présentement où on a de l'information. Dernièrement, dans les médias, on demandait justement l'information de la population pour nous aider à résoudre une enquête. Sinon, on réussit, oui, à en attraper, surtout en flagrant délit. OK. Et là, c'est drôle parce que, évidemment, quand on a bâti le nouveau pont, tout beau, tout neuf, pas de graffiti, la question, c'est de savoir, ça va prendre combien de temps avant qu'il y en ait un qui apparaisse, mais comme de fait, ça finit par apparaître. Il y en a pour qui c'est même une signature très artistique, là, quoique illégale, mais artistique, en tout cas, dans leur pensée. Mais après ça, il faut les enlever. Est-ce que ça s'enlève bien? Pas toujours. Non. Pas toujours. C'est quand même assez difficile. Ouais. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui sont pris en considération, dépendamment de la surface, dépendamment de combien de temps le graffiti est là, dépendamment aussi du type de produit qui est utilisé. Il y en a qui vont utiliser des crayons un peu permanents, d'autres vont utiliser de la peinture, peinture à l'huile, peinture à eau. Donc, dépendamment de la surface, dépendamment de la peinture qui est utilisée,
ça peut être plus compliqué là, à retirer. Quand on regarde l'historique, puis c'est aussi intéressant de le noter, on dit que le projet des graphes célèbre son 10e anniversaire. On dit que depuis sa création, ça a permis à 565 adolescents d'effectuer des heures communautaires ou compensatoires. À ceux-là se sont ajoutés 58 jeunes qui ont participé à l'activité sur une base volontaire, dont 8 dans le cadre d'un projet d'échange étudiant. Et ensemble, ils ont nettoyé sur 10 ans 4500 graffitis. Tant que ça, c'est incroyable. C'est beaucoup. Et il en reste encore. Il en reste encore. Il y a eu des années plus tranquilles que d'autres, mais effectivement, c'est beaucoup de gens qui ont participé. Bon, là, les gens sont appelés un peu à les signaler, à les dénoncer. Donc ça passe beaucoup par chez vous, Sergent Lévesque? Oui, avec l'assistance des communications de la Ville, du service de développement social, aussi les travaux publics. On fait la demande aux citoyens, aux employés de la Ville de signaler les graffitis, les tags qu'ils voient, qu'ils aperçoivent, soit en allant travailler ou pendant leurs heures de travail. Au niveau de l'interne, on a un formulaire de dénonciation, mais au grand public, au niveau du citoyen, on les invite à visiter notre site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu dans la section graffiti. Il y a un formulaire qui est spécialement dédié aux graffitis. Donc, les gens peuvent inscrire l'endroit, à quel endroit, quelle grosseur, et envoyer une photo aussi. Est-ce qu'on a actuellement un bon inventaire des graffitis qu'on a actuellement à Saint-Jean? Je vous dirais qu'on a un très bon inventaire. Dans les années précédentes, lorsque ce formulaire-là n'était pas en place, on dégageait 1 à 2 policiers, des fois là, pendant quelques jours, quelques semaines, pour faire le recensement de ces graffitis-là. Okay. Et depuis l'apparition du formulaire, on n'a plus besoin, donc ça se fait automatiquement. On dit le Vieux-Saint-Jean, mais il y en a un peu. Il y en a partout. Il n'y en a pas juste dans le centre-ville. Non, effectivement. Sa partie vraiment concentrée centre-ville. C'est sûr qu'il y a une plus grande majorité de graffitis qui sont situés dans le centre-ville, mais non, on en retrouve dans d'autres quartiers, Iberville, Saint-Luc, l'Acadie. Donc, c'est pas nécessairement juste dans le centre-ville, là, Vieux-Saint-Jean. Bon, et là, pour la 10e édition, donc l'édition 2022, qui se tient là, du 1er mai au 15 octobre, une fois qu'on a le répertoire des graffitis, comment s'opère l'enlèvement, l'organisation, la logistique, les jeunes? Comment ça fonctionne? Oui. Dans le fond, présentement, jusqu'à la fin juin, jusqu'à la fin des classes, dans le fond, le projet des graphes se concentre le samedi-dimanche. Par la suite, à la fin des classes, bien, là, on va tomber sur un horaire de semaine. Donc, nous, on prend, dans le fond, les demandes qui nous sont envoyées via le formulaire que Jérémy a expliqué. Puis, dans le fond, on se fait un itinéraire. Donc, dépendamment de à qui appartient l'objet, l'endroit, le bâtiment, tout ce qui appartient à la municipalité, on a déjà l'autorisation. Donc, ça, on le nettoie automatiquement. Par la suite, quand c'est une propriété privée, bien là, on doit communiquer avec le propriétaire pour avoir l'autorisation. Donc, puis c'est sûr que tout ce qui est à caractère haineux va passer en priorité, là. Dans le nettoyage. Il y a une gradation dans la sélection des graffitis enlevés. Là. Effectivement. C'est sûr qu'il y a des endroits qui restent inaccessibles, qui est plus difficile pour nous. Hein? Moi, je tiens à le mentionner, on n'est pas nécessairement des spécialistes en entreprise d'enlèvement. Donc, c'est sûr que malheureusement, des graffitis qu'on ne pourra pas, nous, retirer. Ça s'enlève avec quoi? Des produits. Des produits, dans le fond, dépendamment de la surface, tout ce qui est briques, béton, asphalte, on va utiliser un produit qui est liquide, qu'on va appliquer, qu'on va brosser. Par la suite, on va nettoyer avec la machine à pression. Il y a des surfaces vitres, plexiglas, plastique, tout ce qui est poubelle, banc de parc, tout ça. On a des petites lingettes magiques, déjà imbibées de produits. Donc, ça nous permet là, de nettoyer. On a des petites éponges aussi. Donc, on fait affaire avec un fournisseur là, qui nous guide un petit peu dans l'utilisation des produits. Et les jeunes qui les enlèvent, ces graffitis, là, qui font les fameux travaux compensatoires communautaires, ils vous disent quoi quand ils font ça? Est-ce que, bon, pour eux, évidemment, ils n'ont comme pas le choix parce qu'il y a eu un jugement. Sont-ils de bonne humeur de faire ça? Est-ce qu'ils se sentent à la fin, à la limite, un peu gratifiés d'avoir enlevé ça? Je ne sais pas. Bien, c'est sûr qu'effectivement, vous l'avez bien dit, c'est pas nécessairement des jeunes qui sont volontaires au départ. Par contre, quand ils se sont initiés au projet des graphes, par la suite, souvent, ils veulent continuer. C'est très concret, c'est physique, c'est à l'extérieur. Puis le fait de voir le résultat du avant-après, pour eux, c'est super gratifiant. On a débuté le nettoyage du pont Gouin la semaine passée, puis il y a à peu près une trentaine de citoyens qui se sont arrêtés là, pour remercier. Fait que ça, c'est super gratifiant aussi pour les adolescents de voir que ce qu'ils font comme geste a un impact positif, puis le fait que les citoyens prennent le temps de les remercier, c'est ça. Ils aiment vraiment ça. Ils aiment des graphes, malgré tout, là.
Est-ce qu'on est capable de mesurer l'effet de ces fameux travaux communautaires sur les jeunes? Autrement dit, il y a le cas type on appelle une erreur de jeunesse, qui heureusement ne se répétera plus. Il y a des jeunes, malheureusement, qui vont se criminaliser avec le temps. Mais est-ce qu'on sent que ces travaux-là, qui sont obligatoires, finissent par avoir un effet positif sur ces jeunes-là? Pour certains, oui. La plupart, que ça soit positif ou négatif au niveau des travaux communautaires, la plupart des jeunes ne reviendront pas. Donc, le risque de récidive est très, très peu élevé. Il y en a que ça ne leur tentera pas, mais qui vont les faire quand même. D'autres, effectivement, ça va avoir un effet dissuasif, puis ils vont avoir appris quelque chose. Là, Est-ce qu'il y en a qui vous disent « j'aime mieux faire un week-end en prison plutôt que d'enlever des graffitis ». Mais ça, on ne le retrouve pas nécessairement, en tout cas chez les adolescents qu'on accompagne. On est chanceux pour ça, là. La plupart font ce qu'ils ont à faire. Puis, Mais là, cette année, il peut y avoir combien de jeunes à peu près qui vont participer au projet cette année? Hein? Bien là, c'est dur à dire parce qu'on y va tout le temps selon le niveau des dossiers qu'on a. Par contre, cette année, dans le fond, on recommence à prendre les jeunes bénévoles. Donc, on a aussi une collaboration avec le Centre d'action bénévole d'Iberville dans le cadre de leur projet Jeunes bénévoles. Donc, on va accueillir ces jeunes-là aussi, puis on va peut-être l'ouvrir aussi. Il y aura peut-être une autre possibilité là, d'accueillir d'autres adolescents qui souhaitent peut-être s'initier au projet des graphes. Donc, pas juste, évidemment, ceux qui font des travaux communautaires, mais également des jeunes bénévoles qui pourraient décider d'aller donner un coup de pouce à ce projet-là. Effectivement. Mais tout part donc du signalement puis de l'inventaire, ce qu'on disait tantôt. Donc, sur le site web de la Ville, sjsr.ca, il y a un onglet quelque part « Graffiti », et là, on remplit le formulaire. C'est exact. Et là, une fois... Est-ce qu'on nous revient avec ça, comme quoi on a vu le formulaire? Je ne sais pas, est-ce que... sûrement qu'il y a un message automatique qui est envoyé, comme de quoi que le formulaire a été bien reçu. Et par la suite, une fois que le formulaire a été reçu, nous, tantôt vous parliez de recensement au niveau des graffitis, des tags. Au niveau des enquêtes, chez nous, on a un analyste au niveau de la criminalité qui qui monte une cartographie des tags avec ceux qu'on peut voir le plus souvent, ceux qui sont faits de façon plus aléatoire. Donc, on a toujours un portrait global, actuel de la situation. Oui, parce qu'en même temps, pour vous, il y a toujours des enquêtes en cours liées à ces graffitis-là. Puis évidemment, j'imagine que parfois, il y a comme une espèce de style artistique qui doit se recouper, fait qu'on sait que c'est pas mal le même qu'il l'a fait. Là, exactement. Ça. On peut même dire le trajet que la personne peut emprunter dans la ville de Saint-Jean. Donc, la dénonciation a une double vocation. Oui, de permettre de les enlever, mais aussi de pouvoir résoudre les crimes. Alors donc, signaler la présence de graffitis, évidemment, si vous envoyez, probablement que ça va arriver aussi qu'il y en a qui vont signaler le même graffiti plusieurs fois, mais ça, c'est la loi de la moyenne. Puis au final, 10e anniversaire donc du projet Dégraffe, piloté entre autres par Justice Alternative du Richelieu, avec, des travaux compensatoires, mais également des jeunes bénévoles qui décident d'aller donner un coup de pouce à ce projet-là, qui va se terminer donc le 15 octobre prochain. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va revenir après ceci. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on a la chance de recevoir le tout nouveau champion canadien des poids lourds en boxe. Le Joannais Alexis Barrière est avec nous. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Une nouvelle exposition va prendre l'affiche au musée du Haut-Richelieu du 2 juin au 4 septembre, donc tout au cours, évidemment, de la période d'été, période où parfois il fait beau, mais parfois il fait moins beau. C'est agréable aussi d'avoir des activités à l'intérieur et notamment au musée. Et je trouve la thématique drôlement intéressante, probablement même dans l'esprit dans lequel on se trouve en ce moment. On parle souvent d'immigration et pourtant on est une ville, une région où il n'y en a pas eu beaucoup.
Mais il y en a déjà eu, et c'est ça qui est intéressant de savoir, et on sait qu'il y en aura probablement aussi davantage dans les prochaines années, mais de prendre le temps de s'arrêter à cette thématique-là, c'est fort intéressant. Donc, l'immigration dans le Haut-Richelieu, ça se traduit comment? Bref, on en parle avec Marie-Pierre Rioux, qui est responsable des expositions temporaires au musée du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, pourquoi cette idée de faire une exposition sur l'immigration dans le Haut-Richelieu? Bien, c'est la suite logique, si on veut, de l'exposition qu'on vient juste de tenir, qui était Voix parallèle, qui se penchait vraiment sur les enjeux autochtones des premiers peuples qui ont occupé le territoire bien avant nous. Donc, c'est aussi l'entrée de l'exposition était un topo historique. On reprend cette thématique-là encore parce qu'on veut vraiment bien établir qui était là avant nous. Mais ensuite, c'est ça, c'est une réflexion aussi peut-être sur nos traditions, nos coutumes, qu'on définit vraiment notre identité québécoise, mais c'est en fait le reflet de plusieurs vagues d'immigrants qui ont modifié notre histoire. Là. Donc, c'est cette réflexion-là qui a poussé à démarrer les recherches pour cette exposition-là. Parce qu'en même temps, ce qu'on oublie, c'est que nos ancêtres ont déjà été eux-mêmes des immigrants. C'est ça souvent qu'on oublie parce qu'on regarde, disons, la ville de Saint-Jean des 50 dernières années. Bon, tout le monde est pas mal blanc et parle français, quoique ça commence à changer un peu. Mais bref, on se dit, ben non, l'immigration, on n'est pas des immigrants. Ben oui, on était tous un peu des immigrants il y a plusieurs décennies, voire siècles. Oui, effectivement. À part les Autochtones qui sont vraiment natifs du territoire, on est tous des descendants de Français, d'Écossais, d'Irlandais. On est le reflet d'histoire. Dans le fond, avec le changement de régime, ça a beaucoup été des immigrants en provenance des îles britanniques. C'est majoritairement des Britanniques, des loyalistes qui venaient des États-Unis aussi, qui ont fondé nos municipalités, qui ont fondé le territoire. Donc, c'est vraiment... c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à nous. Mais au final, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Plus on remonte, c'est sûr qu'on a des ancêtres qui sont pas sur le territoire. Non, puis les ancêtres, ils viennent d'un peu partout parce qu'on n'a qu'à penser... on regarde la composition de l'Outaouais ou même de la frontière ici, près des États-Unis, où on a des villages qui sont plus à connotation anglophone, même chose du côté de l'Estrie. Ici, oui, on est dans un bassin très francophone depuis plusieurs décennies. Quoique si on remonte au Saint-Jean-Saint-John, de là 200-300 ans, il y avait beaucoup d'anglophones sur le territoire, là. Oui, même, tu sais, Saint-Jean a aussi déjà porté le nom d'Orchester. Oui. On sait que c'est ça, c'est vraiment le reflet des immigrants américains puis britanniques. Mais aussi, il y en a qui ne sont pas nécessairement francophones, mais qui en sont venus à parler français. Mais il y a des Allemands qui ont combattu pendant la Révolution américaine, qui se sont établis dans le sud de la région aussi, donc qui parlent maintenant anglais aussi. Mais on a aussi des Belges qui sont arrivés. Donc, les visages du Haut-Richelieu en ce moment sont vraiment multiples. Bon, l'exposition porte un titre en français et en anglais, donc « Aux racines du Haut-Richelieu, 3 siècles d'immigration », ou sinon en anglais « The Roots of the Haut-Richelieu, 3 Centuries of Immigration ». Donc, si vous l'avez fait donc, dans les 2 langues, c'est que votre souhait est aussi de pouvoir la présenter donc, dans les 2 langues? Oui, c'est ça. Puis on trouvait que le sujet s'y prête bien aussi. On parle d'immigration, on parle des municipalités plus au sud qui sont plus anglophones. Donc, on trouvait ça plus accessible de la tenir au musée dans les 2 langues, mais aussi ensuite, à l'automne, on aimerait ça qu'elle soit itinérante, donc elle voyage dans les autres municipalités du Richelieu. Là, c'est sûr qu'on veut que ça soit compris par tout le monde, on veut que ça soit accessible, parce que ça parle des municipalités aussi, vraiment pas juste de Saint-Jean, là, on parle vraiment de la formation de ces municipalités-là. Donc, c'est pour ça qu'elle est bilingue. Bon, la précédente exposition, bien, celle qui se termine, le Voix parallèle, on parlait entre autres des Autochtones, qui, comme partout ailleurs en Amérique, étaient là avant nous. Mais s'en est suivi, donc, les vagues d'immigration. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu la suite logique de tout ça. De quelle façon avez-vous réussi à faire vos recherches, à trouver des bouts d'histoire, à trouver des artefacts pour imager cette période-là de l'histoire? C'est bien. Il y a énormément d'informations quand même de généalogistes qui ont fait des recherches sur l'immigration au Québec. Puis ça a même été très bien recoupé. Là, les familles s'établissaient où exactement. Donc, ça se trouvait assez bien. Mais aussi, on a des recherches là, dans le Haut-Richelieu, déjà des fragments qui avaient été découverts. Là, donc, c'était juste de tout mettre ça ensemble. On parle d'un club italien, du club belgo-canadien aussi. Oui, donc, c'est clairement que ça... Il y a des petites perles, si on veut, dans notre histoire là, qui nous donnaient des indices. Ça a vraiment juste été de ramasser tout ça ensemble, puis après d'aller voir les bonnes personnes pour les artefacts. Si on pense au musée Feller, qui était à Saint-Blaise. Donc, c'est une immigrante suisse qui a établi la première communauté francophone protestante en Amérique du Nord.
ça a été l'Institut Feller, ça a été une immense école là, anglophone protestante par la suite. Donc, eux avaient encore des objets de l'arrivée de cette dame-là en 1835. Donc, on a eu des emprunts là, pour les artefacts les plus marquants, ce serait peut-être celui-là. Là. Qui remonte à 1835? Oui. Quand même. Donc, c'est sa malle de voyage, son kit de toilette et tout. Là, on a encore... Wow. C'est admirablement bien conservé, mais c'est impressionnant. Ouais. Préparer une exposition comme ça prend combien de semaines et de mois de travail pour arriver au résultat? Je dirais peut-être même 1 an. Tu sais, le prolongement d'Année folle aussi nous a permis de passer plus de temps sur cette exposition-là aussi. Voie parallèle, c'est un projet qu'on a emprunté, donc c'est pas nous qui avons fait la recherche, là, c'est Nouveau Monde Production qui avait monté cette exposition-là. Donc, au moins depuis plus que l'été dernier que je suis là-dessus, de faire la recherche, de trouver les objets. On n'en a pas des tonnes non plus, vu que l'exposition va être itinérante par la suite, mais de ramasser toute cette information-là aussi, il faut compter le temps de traduction aussi qui se rajoute. Puis là, ça va être de prévoir son voyagement aussi, mais c'est à peu près 1 année de travail. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres, au-delà des, on parlait tantôt de l'immigration, bon, des Belges ou d'Allemands ou de Franco-Suisses, ou bref, on l'a vu, entre autres, chez les agriculteurs. On parlait tantôt des Franco et des Anglo. Mais au-delà de ça, dans la partie peut-être plus récente du dernier siècle, est-ce qu'il y a eu d'autres types d'immigration sur notre territoire? Oui, mais il y a Mme Feller, c'est ça, une immigration peut-être évangélisatrice, oui, si on veut. Liée à la religion, là. C'est ça. Puis plus récemment, peut-être début du 20e siècle, justement, on a beaucoup d'entrepreneurs américains qui sont arrivés. Donc, les compagnies Cotticelli, la Dominion Blank Book, c'est des Américains qui sont venus démarrer leur entreprise ici à cause de la situation particulière. Donc, le côté économique aussi en a attiré quelques-uns. Puis on peut aussi penser à la Brown Boveri, donc qui a créé le village suisse juste à côté, qui était une entreprise suisse qui a fait venir des employés aussi pour former les nouveaux employés. Donc, 20e siècle, peut-être plus industriel, oui. Plus sur ce volet-là, parce que même on n'a qu'à se balader aux États-Unis, dans l'État du Vermont ou de New York, ou même plus loin, là, Rhode Island, Connecticut, où on voit encore beaucoup d'enseignes avec des noms francophones. Donc, on voit que des deux côtés de la frontière, il y a eu des flux migratoires entre franco et anglo dans le dernier siècle. Oui, c'est ça. On peut... Le 20e siècle, pour le Québec, c'était un déficit migratoire. Donc, il y a plus de personnes qui partaient, qui arrivaient. Mais nous, on s'est vraiment concentré sur les gens qui se sont établis ici. Pourquoi ils ont choisi de s'établir dans le Haut-Richelieu aussi? L'autre vague qu'on a d'immigration dans le Haut-Richelieu, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où là, on a énormément d'Européens, donc du continent européen, qui sont venus ici. Il y avait beaucoup de terres agricoles, d'industries laitières, maraîchères disponibles. Donc, c'est là qu'on retrouve aussi beaucoup d'Allemands, de Belges, d'Italiens qui se sont établis dans la région du Richelieu là, parce que leur pays avait été ravagé, si on veut. OK. Donc, l'exposition va se tenir à partir du 2 juin, donc jusqu'au 4 septembre. Quels sont les moments, les heures de disponibilité, l'horaire du musée, dans le fond, pour les mois d'été, le juin, juillet et août? Oui, pour l'instant, c'est ça, on est encore sur l'horaire d'hiver jusqu'à la mi-juin, donc du mercredi au dimanche de 11h à 17h. À partir de la mi-juin, on va être ouvert 7 jours semaine. 7 jours. Oui, okay. Donc toujours 11h à 17h, sauf le samedi, on profite de la présence du marché. De toute façon, il y a des gens autour du musée, fait qu'on va ouvrir à 9h pour le samedi. OK, donc horaire d'été à partir de la mi-juin jusqu'à... la fête du travail, fait jusqu'à la fin de l'exposition. OK, donc de la mi-juin jusqu'à la fin de l'exposition, début septembre, donc horaire d'été, donc 7 jours sur 7, 11h à 17h, sauf les samedis où on commence à 9h avec la présence du musée. Ça peut prendre combien de temps vraiment apprécier et savourer l'exposition? C'est sûr qu'il y a aussi beaucoup de textes, mais c'est thématique. Fait qu'on peut y aller selon ses intérêts. On a aussi quelques jeux interactifs dans l'exposition, donc ça peut prendre autour d'1 heure aussi. Puis beau temps, mauvais temps, même s'il fait chaud, on a l'air climatisé au musée. Ça, l'été, c'est appréciable. Mais c'est intéressant de le dire parce que souvent, il y a du monde, quand il fait très, très chaud, ils vont se réfugier au centre d'achat. Bon, c'est bien pour le centre d'achat. Mais on peut aussi aller au musée où, comme on dit, c'est très intéressant de dire que c'est climatisé parce que des fois, soit qu'il pleut ou soit qu'il fait trop chaud puis qu'on ne peut pas faire grand-chose. Puis est-ce que les enfants ou les adolescents peuvent y trouver leur compte également si on accompagne ses parents ou c'est plus adulte comme profil? Non, c'est plus familial, celle-là, je dirais même. C'est ça, un jeu questionnaire en ligne. On a 2 activités interactives dans la salle aussi. Puis il y a moyen de faire beaucoup de liens avec ce qu'on connaît en ce moment. T'sais, on a racheté aussi des noms de famille
inspiré de toutes ces vagues d'immigrants-là. Fait que c'est sûr qu'on peut trouver des liens avec des endroits qu'on connaît, des gens qu'on connaît. Donc, je pense que c'est assez intéressant. Puis de le visiter en famille, justement, ça permet les discussions aussi. Oui, ça permet d'inculquer ou à tout le moins d'expliquer à vos enfants qu'il y avait du monde qui était là avant nous, puis que le territoire dans lequel on vit aujourd'hui s'est façonné de sa propre histoire depuis les 300-400 dernières années. Oui. Plus même. Puis une certaine ouverture aussi de voir qu'on est... L'identité québécoise, c'est un mélange de toutes ces identités-là. T'sais, si on fête Noël, c'est à cause des Allemands. Si on fête l'Halloween, c'est à cause des Irlandais. De prendre conscience de tout ça, je pense que c'est ce que je trouve intéressant de l'exposition. Bon, ouais. Et là, tant qu'aller au musée pour cette expo temporaire là, qui porte sur les hauts racines du Haut-Richelieu, il y a toujours possibilité de voir l'exposition permanente. Oui. Toujours ouverte, toujours accessible, toujours le même trajet. Donc, on commence habituellement par l'exposition permanente, on termine par la temporaire. Donc, du 2 juin au 4 septembre, au Musée du Haut-Richelieu, l'exposition s'appelle « Aux racines du Haut-Richelieu, 3 siècles d'immigration ». Donc, allez faire un tour durant la période estivale, ça vaut la peine. Et profitez-en aussi donc pour voir l'exposition permanente, bien sûr, qui est toujours là. Merci beaucoup, bonne chance. Merci. Restez avec nous, on vous revient tout de suite après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Le guide loisirs de Saint-Jean-sur-Richelieu est maintenant de retour. Vous pouvez bien sûr le télécharger en allant directement sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Question d'avoir une idée de la programmation des activités, des ateliers au cours de l'été 2022. Donc, allez directement sur le site de la Ville de Saint-Jean pour le télécharger. Donc, c'est le retour du guide loisirs. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.